Aujourd'hui, je voudrais tenter de vous expliquer comment est né le concept de cure hypnotique. On va dire que l'histoire a commencé pour moi dans les années 90, quand j'ai découvert certaines formes très particulières d'hypnose qui étaient utilisées dans les pays de ce qu'on appelait à l'époque le bloc soviétique. Il s'agissait de méthodes destinées à traiter principalement les addictions à l'alcool. Et ces méthodes paraissaient totalement inadaptées à notre culture consumériste. Et pourtant, il y avait quelques petites choses qui me disaient qu'il suffisait peut-être de quelques modifications pour que ces techniques puissent être utilisées en thérapie dans des cabinets occidentaux. Et puis, parallèlement à cette découverte passionnante, je me suis penché sur les bienfaits des cures de sommeil, ou du moins sur les mécanismes d'action de ces cures, sachant que les théories en présence n'expliquent pas toute l'efficacité des cures avec les mêmes arguments. Et de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet à l'époque, j'ai retenu principalement deux choses. D'abord, on va dire, la notion primaire de mise au repos. C'est peut-être une évidence, mais la mise au repos qui se manifeste essentiellement dans les cures brèves, c'est-à-dire de l'ordre de quelques jours seulement. Et dans le cadre de tels traitements, bref, on note des bienfaits qui sont liés au côté réparateur du sommeil, tout simplement. Mais pas n'importe quel sommeil. D'abord, il faut qu'il y ait du rêve dans ce sommeil parce que on sait qu'un sommeil qui est expérimentalement privé de rêve est perturbant et n'apporte absolument pas la récupération attendue. Et puis, il faut également que le dormeur ne soit pas placé dans une situation de déprivation sensorielle totale, puisque une déprivation totale est génératrice très rapidement d'une angoisse assez forte et elle provoque ce qu'on appelle une régression fonctionnelle du moi. Bon, à ces deux conditions, la mise au repos peut s'avérer très réparatrice. Deuxième notion qui a retenu mon attention dans les cures de sommeil, c'est la notion de catharsis. Vous savez bien qu'au cours du sommeil, la censure se relâche. Et évidemment, cette désinhibition va permettre au patient, par le biais de son activité onirique, va lui permettre une espèce de décharge, une purge de certaines tendances réprimées ou de certains souvenirs douloureux. Et bien de ce double aspect, repos d'une part et décharge d'autre part, il ressort quelque chose de dynamique. Il se passe quelque chose de l'ordre du mouvement, pour ne pas dire carrément du bouleversement. Un bouleversement qui trouve à se manifester soit pendant la cure, soit juste après le réveil. Et le mécanisme qui est à l'œuvre dans ce processus psychodynamique, c'est le processus de la régression. Et c'est en favorisant cette régression que la cure va pouvoir déployer toute sa puissance et toute son efficacité. Or, ce qu'il faut noter, c'est capital, c'est que un patient qui souffre peut très bien vouloir changer, mais ça n'empêche pas la résistance au changement de se manifester chez lui et quelquefois avec beaucoup de force, parce que le désir de changer se heurte quasiment toujours à une peur intense de changer. Alors, il faut arriver à faire baisser le niveau de cette résistance et pour obtenir cet abaissement, pour autoriser en quelque sorte la régression recherchée, eh ben, il faut que l'environnement soit caractérisé par un maternage suffisamment ou totalement sécurisant. C'est seulement dans cette relation de type anaclytique, c'est dans ce mode très archaïque de fonctionnement du moi, que le patient va pouvoir s'abandonner et vivre une expérience qui sera profondément restauratrice. Alors, qu'en est-il de l'issue
d'une cure de sommeil réussie? Ben, cette issue, elle réside dans le ressenti du patient qui est celui de vivre une espèce de renaissance. Mais attention parce que ça ne fait pas d'une cure de sommeil une psychothérapie. La cure, c'est vrai que c'est un moyen de procurer un certain type de bénéfice, mais la cure ne saurait pas être une fin en soi. C'est un point de départ, c'est seulement un tremplin. C'est à partir de la cure que peut réellement s'édifier un travail psychothérapique. En fait, dans la pratique, il y a principalement 3 raisons de recourir à une cure. D'abord, elle peut être entreprise quand le patient est déjà en psychothérapie et qui se trouve dans une phase un peu difficile ou dans une phase de stagnation. Ça patine, il n'y a pas moyen de progresser, il n'y a plus d'élaboration, on n'arrive pas à passer à un stade supérieur. Deuxième possibilité, la cure peut être envisagée en tant qu'introduction à une psychothérapie au long cours. Et enfin, troisième possibilité, la cure serait un outil d'urgence, en quelque sorte, qui permette d'apaiser un état de crise. Voilà. Ceci dit, et ça c'est capital, une demande de cure de la part d'un patient ne devrait jamais être acceptée si cette demande montre clairement que le patient attend un soulagement sans que cela soit nécessaire pour lui de se comprendre en s'engageant dans un travail de fond. Parce que sinon la cure serait un refuge, un simple refuge passager, un soutien symptomatique qui ne résoudrait strictement rien. Autrement dit, oui à la régression parce qu'elle est indispensable, mais non à la fuite et à l'évitement. Donc, c'est à partir de quantité de lectures, de réflexions, de quelques rencontres aussi, et de centaines de séances d'hypnose, de toutes sortes d'hypnose, que l'idée m'est venue de recourir à l'hypnose pour envisager des cures d'un autre type. Et c'est ainsi qu'est née la cure hypnotique. J'ai commencé à mettre en œuvre cette idée au début des années 2000. La cure était alors toujours individuelle, elle durait 3 ou 4 jours, le patient vivait une séance le matin et une séance l'après-midi ou le soir, et la durée de chaque séance variait de 1h30 à 2h. Et les résultats furent véritablement étonnants. Des symptômes très invalidants étaient parfois éliminés, d'autres symptômes se voyaient considérablement amenuisés dans leur faculté de nuisance. Et finalement, rares étaient les résistances d'un niveau suffisant pour que la cure n'ait aucun effet. Pendant plus de 5 ans, j'ai donc fait vivre des cures individuelles. Et puis un jour, j'ai imaginé une autre formule, j'ai imaginé un temps de vécu hypnotique beaucoup plus long, une verbalisation de ma part beaucoup plus ouverte sur des problématiques très, très différentes. Et c'est de cette façon que j'ai commencé à animer des cures en petits groupes de 6 à 15 personnes. Et là encore, les résultats ont été au rendez-vous. Et cette aventure a duré des années et se poursuit toujours. Alors je vais vous demander d'imaginer une salle plongée dans la pénombre. Sur le sol, les patients sont emmitouflés dans un sac de couchage ou sous une couverture. Leur tête repose sur un coussin. Et ils entrent petit à petit et de plus en plus profondément dans un état de conscience modifié. Moi, je suis également en auto-hypnose et je parle. Je parle pendant 1 heure, 2, 3, 4 heures. Je parle et j'accompagne tous les patients et à la fois chacun d'entre eux dans un voyage qu'il est évidemment impossible de raconter, un voyage qu'il faut vivre pour se rendre compte que l'on ne peut pas en revenir le même que celui ou celle que l'on était auparavant. L'aventure est toujours profondément émouvante, c'est une expérience humaine très riche qui est souvent bouleversante, qui est toujours réparatrice, restauratrice,
qui nous pousse vers davantage de liberté, qui défriche des pistes nouvelles, qui découvre des horizons beaucoup plus larges, qui invite à l'audace, qui fait pétiller notre créativité. C'est un vécu qui réveille le désir et les forces de vie. Et finalement, est-ce que ça n'est pas ça, le but et l'issue d'une thérapie ?